donc, on manque quelqu'un alors. Ah, Cécile, bonjour. D'accord, bon, on va parler de marque et brand content. Donc, nous sommes ici avec Stéphanie Tramitek, Country Manager de Pinterest pour la France, j'imagine. Cécile Piot, vous êtes directrice CRM de Ma Vie en Couleur chez Mondelez. Et Pauline Hudin, et vous êtes directrice USA de ce Pexer. So we could speak English if we wanted to. Mais on va parler français parce que j'ai promis que pour ces trois tables rondes, j'allais parler français. Et donc, on va commencer avec Stéphanie de Pinterest. Alors, pour ceux qui ne sont pas... A priori, ça marche si vous mettre... il faut mettre comme ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Pinterest, peut-être vous pouvez expliquer ce que c'est. C'est une sorte de scrapbook online, non? Alors, on peut utiliser Scrapbook, on peut utiliser photo sharing, partage de photos. En fait, moi, je trouve que ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment plutôt en fait, un outil de planification, d'archivage du web, où on va trouver en fait, les recettes, notamment en food, qui nous intéressent, qu'on va collectionner dans des tableaux thématiques pour passer à l'action plus tard. Donc, c'est un formidable outil dans le monde culinaire, de la gastronomie, parce que c'est en train de devenir le carnet de recettes en fait, des internautes. Avant, on collectionnait dans les magazines les recettes, on coupait son magazine, on mettait dans un tiroir ses collections de recettes ou ses petites fiches. Après, éventuellement, les plus organisés d'entre nous les avaient scannés et les mettaient en fait, sur un Dropbox ou sur des répertoires. Mais c'était très difficile de les retrouver. Et maintenant, de manière très visuelle, on organise comme ça tout ce qu'on aime dans l'univers en fait, culinaire et notamment en fait, les recettes, mais pas que, pour passer à l'action et en fait après cuisiner, réaliser, trouver des idées, trouver des techniques, s'améliorer dans le domaine culinaire. D'accord. Et si on est une marque et on veut exploiter cette tendance-là, comment on le fait? Qu'est-ce que c'est les premiers pas sur Pinterest pour une marque de food? Alors, la première chose pour une marque, c'est de comprendre comment les épingleurs utilisent Pinterest. Donc, il y a 4 manières dans le domaine en fait, du food pour les épingleurs d'utiliser Pinterest. La première, c'est trouver des recettes festives. Ça peut être pour Noël, pour Pâques, mais aussi parce qu'on a des dîners entre amis. Une deuxième manière, c'est parce qu'on veut s'améliorer en cuisine. On veut savoir comment faire une crème anglaise, comment faire une pâte sablée. Ou alors on veut découvrir une alimentation beaucoup plus bio, organique, plus saine. Le troisième moyen, c'est vraiment tout ce qui est en anglais eye candy. Donc c'est la possibilité de tout ce qui est dressing d'assiettes, tout ce qui va me permettre en fait de faire des très belles assiettes. Et on parle aussi de food photographie, ce qui est tendance là chez les blogueurs, où de plus en plus en fait la cuisine est quelque chose qui doit être joli, qui est limite une œuvre d'art pour un certain nombre de personnes. Et puis, il y a le côté planification de ma semaine. Tous les jours, je veux cuisiner. Comment je vais trouver les bonnes recettes pratiques, rapides à faire pour ma famille ou pour moi-même. Donc voilà, donc ces 4 utilisations de Pinterest qui sont dans le domaine du food. Et donc, les marques doivent apporter sur leur site web du contenu qui va être épinglé par les internautes à travers le bouton de partage Pin It pour que des épingles du contenu utile soient mis sur la plateforme de Pinterest et qui renvoient vers le site de la marque. Donc ça, c'est très important, c'est que Pinterest, une épingle, c'est toujours une image, une vidéo ou un GIF animé, une description et un lien. Et c'est ce lien, en fait, qui va être partagé, et cette image avec ce lien, qui va être partagé par les internautes sur Pinterest. Et pour favoriser ce partage, il faut mettre le bouton Pin It sur votre site web avec des idées, en fait, de contenu qui nourrissent les internautes sur ces 4 types de comportements dans le domaine du food. Donc c'est comme ça qu'on démarre sur Pinterest. D'accord. Et on arrive sur les images par quoi? Un outil de recherche? Comment je vais trouver une image de ma marque si je suis sur Pinterest? Alors Pinterest, on n'interconnecte pas des personnes. On connecte des centres d'intérêt, des envies en fait. Donc il faut comprendre en fait quels sont les centres d'intérêt que pour ma marque j'ai envie de cibler, pour pouvoir toucher et engager en fait les internautes et éventuellement recréer du trafic en fait vers mon site. D'accord. Donc si je suis l'utilisateur, je tape food Noël et puis je vais peut-être
tomber sur Tout votre à fait. site, Tout à fait. le site d'une marque qui a des belles images, c'est C'est ça? toute la beauté en fait de Pinterest, qui est vraiment une plateforme de découverte, qui permet en fait de trouver de l'aspiration sur des choses en fait qu'on ne sait pas forcément qu'on a envie de chercher. C'est-à-dire que Ouais. quand on recherche une recette, on cherche pas. Quelquefois, on recherche une recette précise, mais souvent, on recherche une aspiration pour réaliser quelque chose de nouveau. Et du coup, on ne sait pas mettre de mots-clés derrière. Par contre, Pinterest va savoir, par rapport à ce que vous avez déjà épinglé, par rapport à ce que vous aimez, vous proposer en fait de nouvelles stimulations, on va dire, de nouvelles aspirations pour D'accord. passer à l'action et la sélectionner. D'accord. Un des fils rouges de ce débat, c'est l'export. Comment réussir à l'export en utilisant ces plateformes qui sont quand même multinationales. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Pinterest pour améliorer sa présence à l'export de sa marque? Alors Pinterest est une plateforme globale, donc on s'adresse automatiquement quand on épingle sur son compte Pinterest ou que les internautes à partir de son site vont épingler pour vous. On s'adresse automatiquement, on va dire, au monde entier et aux 64 millions d'utilisateurs de Pinterest. Donc après, il faut choisir astucieusement en fait la langue que quand vous épinglez vous-même sur votre compte, la langue que vous voulez utiliser. Quand vous êtes sur plusieurs langues, vous pouvez avoir plusieurs comptes dans ces cas-là. Ou d'avoir plusieurs tableaux avec des tableaux qui sont plutôt, dans ces cas-là, liés à certains pays au lieu d'être plutôt certaines thématiques. Il y a deux manières de faire quand on travaille à l'export. D'accord. Et est-ce que j'ai besoin de développer un site très visuel alors? Est-ce qu'il faut que je refaire ma site pour que ça attire les épingleurs? Oui. Le visuel a un impact très fort dans l'aspiration, dans la stimulation, en fait, de donner envie de réaliser une recette, d'utiliser un produit. Et donc, l'image, la vidéo, les gifs animés doivent être maintenant de plus en plus présents en fait, sur les sites des marques. Et notamment quand on parle en food, on parle beaucoup de recettes, mais pas que. Et la recette sans image n'appelle pas en fait à l'action. On ne sait pas trop en fait. On ne visualise pas. Et je dirais, on est dans une ère en fait de la société qui évolue beaucoup, où la conversation devient de plus en plus par l'image. On échange de plus en plus et on est capable en fait de dialoguer à travers des images maintenant. Et l'œil humain maintenant, nous sommes de plus en plus aguerris et nous avons besoin de plus en plus d'images. Donc les marques aussi doivent faire ce pas en fait de fournir plus d'images. Mais là encore une fois, Pinterest, ce n'est pas un réseau de partage de photos, c'est un outil d'inspiration et de planification. Donc cette image, elle ne doit pas être toute seule, elle doit être accompagnée d'un contenu qui va justifier aussi pourquoi l'internaute doit revenir après sur le site. Parce qu'une image qu'on consomme tout de suite et dont on n'a pas besoin d'avoir plus d'informations, c'est une image qu'on ne va pas cliquer et qui ne ramènera pas de trafic vers le site web. D'accord. On a parlé tout à l'heure avec Emmanuel de Facebook et moi, si je suis une société ou une marque, je peux faire un partenariat avec lui et il peut faire de la publicité pour moi. Mais ça ne marche pas comme ça avec Pinterest. Est-ce que je peux être partenariat avec vous si je suis une société? Alors Pinterest, pour l'instant, on n'a pas d'offre publicitaire. On s'est créé en 2010, on est encore jeune et on est en train de la développer aux États-Unis. Donc pour l'instant, on va dire dans les pays européens, on ne parle pas du tout d'offres publicitaires à venir. Ce qu'on incite, en fait, on est dans une phase, on dirait, d'éducation des marques. Donc on a un super site internet qui s'appelle business.pinterest.com dans lequel, en fait, on peut retrouver beaucoup de case studies, de bonnes pratiques et tous les outils qui sont accessibles aux marques, notamment en fait l'outil d'analytics. Donc quand on est une marque, on crée un compte business sur Pinterest et on bénéficie en fait d'un outil d'analytics qui me permet en fait de savoir quelle est mon audience, quelles sont les épingles en fait qui sont les plus utilisées, les plus cliquées, qui m'emmènent le plus de trafic, qui sont mes épingleurs qui sont connectés à ma marque et à la fois sur le contenu que j'ai généré à travers l'animation de mon compte Pinterest et à la fois tout ce qui se passe venant de mon site internet. Et on distingue les deux. D'accord. Donc, il faut assurer que vos sites sont social media friendly, en gros, et Pinterest friendly aussi. Je vais parler maintenant avec Cécile. Cécile, j'espère que ça va marcher. Cécile, vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, directrice CRM de la plateforme Ma Vie en couleur. Cécile, vous allez expliquer cette plateforme, mais je crois que vous aussi, vous avez une petite vidéo à nous montrer, non? Alors, je propose de vous la montrer tout à l'heure. Tout d'abord, je vais D'accord, vous présente présenter votre plateforme avant. ce qu'est Ma Vie en couleur. Donc, Ma Vie en couleur, c'est un programme de fidélité
qui met en relation les grandes marques du quotidien et ses consommateurs. Donc aujourd'hui, en fait, la spécificité de Ma Vie en couleur, c'est qu'en fait, on a une alliance de fabricants. Mondelez International, Unilever et Danone se sont associés dans cette plateforme qui aujourd'hui est la première plateforme de programme de fidélité en grande conso. On a au sein du programme 75 marques qui sont pour l'essentiel des marques alimentaires, mais pas seulement, puisqu'on a aussi des marques d'hygiène beauté et des marques pour la maison. Et donc, cette plateforme, en fait, elle s'appuie sur ce qu'on appelle les 3 C en CRM. Le premier C, c'est le commerce. On est dans une logique de fidélisation. Nos consommateurs attendent de nous un accès plus facile à nos produits. Donc, c'est des réductions, qu'elles soient immédiates ou différées. C'est des actualités sur nos produits. C'est des jeux qui permettent de participer à la vie de nos marques. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est évidemment, puisqu'on est dans une mise en relation entre nos consommateurs et nos marques, eh bien, c'est notre communauté. C'est comment est-ce qu'on la récompense, comment est-ce qu'elle peut participer à la vie de nos marques. Donc on est complètement social friendly sur la plateforme. On est évidemment présent sur les réseaux sociaux. On est présent évidemment sur Pinterest, puisque comme vous le disiez très justement, aujourd'hui, aller chercher de l'inspiration, ça passe en recette par de l'image. Et que du coup, effectivement, Pinterest est un facilitateur de cette inspiration. Aujourd'hui, sur Ma Vie en couleur, on a 14 000 recettes qui sont soit effectivement des recettes qui sont faites avec nos marques, mais c'est aussi des recettes qui sont postées par nos membres. On a une communauté qui est extrêmement interactive et qui ne demande qu'une chose, c'est effectivement discuter avec nous. Et c'est tout l'objectif en fait d'une plateforme de relations, c'est qu'à un moment donné, nos consommateurs, on a une ligne directe avec eux. Il faut qu'on les écoute, il faut qu'on leur réponde, et on le fait tous les jours. Donc on est vraiment dans le user-generated content, comme on a dit tout à l'heure. On est complètement dans le user-generated content, puisqu'effectivement on construit. Et d'ailleurs, quand je parlais de communauté, aujourd'hui on a des membres qui sont extrêmement engagés sur la plateforme, et on a une communauté d'ambassadrices. On a une vingtaine d'ambassadrices aujourd'hui sur Ma Vie en couleur qui co-construisent le programme avec nous. C'est-à-dire qu'on leur demande leur avis sur à peu près tout ce qu'on fait. Elles produisent du contenu, elles réagissent par rapport à ce qu'on fait et elles sont vraiment la température du programme en permanence et on les écoute énormément. On les rencontre évidemment souvent et on construit avec elles. Et puis donc pour le troisième C de la plateforme, c'est évidemment le contenu. C'est fondamental puisqu'aujourd'hui dans la relation qu'on crée avec nos marques, l'idée, c'est pas juste de leur envoyer des messages publicitaires et de leur dire achetez nos marques. C'est pas du tout comme ça qu'on crée l'engagement et qu'aujourd'hui on a sur la plateforme de Ma Vie en couleur cette vocation de mettre à disposition de nos consommateurs du contenu du quotidien. Donc je parlais des 14 000 recettes, mais c'est également toutes les astuces du guide des tâches, etc. Donc c'est vraiment tout le quotidien avec du contenu qui est développé de manière exclusive sur le programme. Qui est indépendant dans sa façon dont on le construit des marques, c'est-à-dire que c'est pas de l'advertorial en permanence, c'est vraiment du contenu, de la photo. On développe tous les formats aujourd'hui qui sont au cœur des préoccupations de nos consommatrices. Donc ça va être de la photo, ça va être de la vidéo, ça va être du tutoriel, ça va être des articles, ça va être des brèves, etc., etc. D'accord. Est-ce qu'on peut regarder un peu comment ça marche? Alors, effectivement, en 2014, on a vraiment voulu aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que nos consos attendent de nous de l'interactivité. On leur donne déjà partout sur la plateforme. Et en fait, en 2014, on a lancé en fait un programme qui s'appelait Impro en cuisine. Donc, on a sur Ma Vie en couleur un partenariat avec un grand chef. Yet one recipe remained untested. Interactive improvisation. For the first time ever, a live interactive culinary program on the web which lets the participants choose how it unfolds. The main ingredients of this innovative concept are Michelin star chef Jean-François Piège, some of the world's preferred brands, and a live and interactive recording for appetizing results. With over 400,000 viewers and 1 million visitors,
trailers seen over 180,000 times, and over 280 magazine articles, brands have now found a tasty way of staying in close touch with their fans. Impro en cuisine is most definitely to be continued. Excellent. OK. Donc, concrètement, c'est quoi vos objectifs avec cette plateforme? C'est le profil des marques concernées. Pourquoi créer cette plateforme? Alors, on a vraiment deux objectifs en fait sur une plateforme CRM. Le premier, c'est vraiment de créer de la fidélité avec nos consommateurs. C'est un objectif business. Comment est-ce que je développe la fréquence sur nos catégories de produits et sur nos marques, avec du test de nouveaux produits, avec des offres qui permettent de revenir plus souvent, etc. Et le deuxième objectif, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une ligne ouverte avec nos consommateurs. C'est-à-dire que nos consommateurs s'expriment directement sur la plateforme pour pouvoir échanger avec nous. Je n'ai pas donné beaucoup de chiffres tout à l'heure, mais par exemple, aujourd'hui, tous nos produits sont disponibles pour être testés sur la plateforme. On a plus de 100 000 tests produits aujourd'hui disponibles, où les gens nous disent vraiment ce qu'ils pensent de nos produits, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et donc voilà, c'est cet engagement en fait, qu'on a besoin de créer qu'on crée avec nos consommateurs, qui sont ce double objectif, business et engagement. C'est assez intéressant parce qu'ils peuvent dire les choses négatives, donc il faut prendre un peu de risque en fait. Il faut un peu accepter que les consommateurs peuvent dire plus ou moins ce qu'ils veulent sur votre plateforme, non? C'est ça le risque du dialogue et de la relation, mais oui, on le prend. C'est-à-dire que aujourd'hui, la modération, elle se fait sur des choses évidemment inévitables, comme des choses qui seraient pas publiables au sens bien sûr. Pas poli, etc. En revanche, un consommateur qui nous dit « moi, j'ai pas complètement aimé ça ou ça », évidemment, on le publie. Après, quand on regarde les statistiques sur les 100 000 produits, on a une très très grande majorité de gens qui effectivement disent qu'ils aiment les produits et ils expliquent pourquoi. Oui. Est-ce que c'est le chocolat? Est-ce que c'est la texture du biscuit ou le goût, etc. Donc, mais bien sûr, on prend le risque et justement, on répond à ça en fait. Est-ce que c'est difficile ou cher de créer une plateforme comme ça? C'est quoi on parle toujours de retour sur investissement. Est-ce que c'est très coûteux de créer ça par rapport à ce que vous gagnez à la fin? Alors, je poserai pas la question en disant est-ce que c'est coûteux. En tout cas, c'est rentable. Parce qu'aujourd'hui, alors on a la chance avec les plateformes digitales, c'est qu'on peut absolument tout mesurer. Donc on mesure évidemment tout ce qui est audience, on mesure tout ce qui est satisfaction. Quand je parle de ligne directe, c'est-à-dire qu'on demande très très souvent à nos consommateurs ce qu'ils aiment, pourquoi est-ce qu'ils sont satisfaits, etc. Et évidemment, on mesure l'intégralité des résultats business. Aujourd'hui, on travaille avec un panéliste qui s'appelle Kantar et on mesure de manière extrêmement précise l'incrémental qui est fait sur nos marques ou sur nos catégories. Entre un foyer exposé au programme, un foyer qui n'est pas exposé, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc aujourd'hui, on sait mesurer de manière extrêmement fine, j'allais dire, le retour sur investissement de l'engagement. Un consommateur qui nous aime et qui est engagé et qui interagit avec nous, aujourd'hui, on le mesure. Pour donner un chiffre, parce que c'est intéressant, quelqu'un qui interagit à la fois sur de la promo, qui vient chercher du coupon, mais qui interagit aussi sur du contenu. C'est-à-dire qu'il vient voir une recette, il vient réagir sur un article, il vient sur les réseaux sociaux faire un like ou une réaction ou épingler, ou etc. Il est un indice 113 par rapport à un consommateur qui viendrait juste chercher un coupon. Donc, on mesure cet engagement et aujourd'hui, c'est payant et c'est payant dans la durée. C'est tout l'intérêt en fait, d'un programme CRM, c'est qu'on construit vraiment une relation longue durée avec nos consos. Super. OK, bon, on est encore un peu court de temps, donc je vais passer vers Pauline de Sopexa. J'ai quelques petites questions pour vous. Ouais. On parle de brand content, du contenu. Est-ce que vous pensez que le contenu, c'est quelque chose de clé pour les marques de food aujourd'hui et pourquoi? Aujourd'hui, les marques, les consommateurs ont
ont déjà une fatigue des messages qui leur sont poussés. Ça fait des générations qu'on leur parle à eux plutôt qu'avec eux. Et aujourd'hui, les consommateurs n'écoutent plus les messages ou très peu les messages poussés. Ça dépend des marchés. Le marché américain, qui est évidemment celui que je connais le mieux, on voit qu'il y a une fragmentation des médias et que les consommateurs regardent de nos jours très peu la télévision, ou quand ils le regardent, ils zappent complètement les publicités. Donc, il devient essentiel d'avoir suffisamment de contenu de valeur pour attirer le consommateur vers nos informations ou pour avoir de contenu suffisamment de bonne qualité pour que ça bouillonne vers le haut des réseaux sociaux, d'où la nécessité d'avoir vraiment un contenu de qualité. Et qui dit un contenu de qualité, dit un contenu adapté aux différents types de plateformes. On a évidemment parlé des types de contenus qui fonctionnaient bien sur Pinterest. Instagram aussi est une plateforme très visuelle. Oui. Et là, on voit qu'il y a des différents types de contenus qui vont bien fonctionner. Par exemple, on a une marque de barres de céréales qui développait énormément de contenu visuel. Une fois que leur budget ont commencé à augmenter un petit peu, ils se sont dit chouette, on va pouvoir commencer à créer des visuels plus léchés, plus professionnels. Donc ils ont commencé à utiliser des plus belles photos, des plus belles prises de vue. Leur taux d'engagement a baissé. Pourquoi ? Parce que le consommateur sur ces plateformes-là réagit beaucoup mieux à du contenu, comme on en parlait, du contenu créé par des autres consommateurs, user-generated content. Et dès qu'on passait à quelque chose qui avait l'air d'être plus publicitaire, c'était moins crédible. Même si ça vient de la marque, si c'est une simple photo avec un iPhone, surtout qu'aujourd'hui les iPhones ont quand même Ils sont de la bonne qualité. assez, Si c'est pris dans la cuisine de l'entreprise avec un iPhone, la qualité fera plus crédible que quelque chose fait en studio avec une belle photo. Donc, il y a d'autres types de contenus qui vont aider à bouillonner. On parlait tout à l'heure des plateformes Facebook, dont l'algorithme change, on a l'impression, tous les 2 jours. D'où la nécessité de vraiment rester à jour sur ce genre de contenu. En ce moment, par exemple, ce qui marche très très bien sur Facebook, c'est des questions AB. Est-ce que vous buvez du thé ou du café ? Les internautes vont très facilement pouvoir répondre. Je ne me pose pas trop la question. Thé ou café ? Thé. Bon, voilà. Hop, j'ai répondu. Ce qui veut dire qu'il y a un énorme taux d'engagement. Donc, l'algorithme de Facebook va faire remonter cette information. Donc, la marque sera plus mise en avant. Maintenant, ça marche quand on parle au consommateur général. Quand on a, pour certains de nos clients, des efforts très ciblés, très trade, on ne parle pas du tout du même genre de contenu. Alors qu'on utilise aussi les réseaux sociaux pour nos efforts trade, mais là, on peut avoir du contenu qui est ciblé à 500, 1000, 1500 personnes. Quand on a une conversation vraiment approfondie avec 1500 cibles, c'est ce qu'on a ici aujourd'hui aussi, après tout. C'est très ciblé, ça peut valoir la peine. Le retour sur investissement pour ces 1500 personnes peut être très bon, mais il faut avoir du contenu très ciblé pour eux. Oui, c'est ça le problème, c'est que si je suis une marque, je suis une société, je sais pas, je vends du fromage, je vends du thé, de Coca-Cola, je ne suis pas créateur de contenu, je suis pas un média. Est-ce que vous êtes, comme société, obligé de devenir un sorte de diffuseur, un média aujourd'hui ? Alors, il y a 2 approches, évidemment. On peut soit créer son propre contenu et encourager le contenu des utilisateurs. Il faut aussi réfléchir au fait que bien qu'on soit une marque juste créateur d'un produit, on fait partie quand même d'un monde, d'un univers lifestyle et que les consommateurs peuvent s'apprivoiser. Donc, je suis un café du Brésil. Je représente vraiment tout le monde du Brésil et je peux ouvrir ça. Donc, on avait vu, par exemple, les vins d'Argentine, que nous ne représentons pas, mais on regarde toujours ce que fait la compétition. C'est là où on peut évidemment s'inspirer de bonnes idées, qui avaient en streaming de la musique argentine. Est-ce que ça fait vendre plus de vins argentins ? Peut-être, peut-être pas. J'ai malheureusement pas accès à leurs résultats, j'aimerais bien. Mais en tout cas, ça augmente énormément l'interaction avec la marque et donc on s'en souvient plus. Donc quand on va dans un magasin de vin, on a peut-être plus tendance à... Il faut trouver votre univers en fait. Il faut trouver un univers, dans cet univers-là. Puiser dans cet univers, aller retweeter ou
piner des informations sur d'autres marques qui font partie du même univers pour vraiment créer un monde qui attire. Et ensuite, évidemment, on peut travailler avec des créateurs de contenu pour faire vivre une marque au travers d'un autre univers dans lequel ils ont une part à jouer. Oui, on n'a pas encore parlé des blogueurs qui étaient très tendance il y a quelques années. J'ai l'impression qu'ils sont, ils ou elles sont moins tendance en ce moment, mais est-ce qu'on bosse toujours avec, on peut travailler toujours avec les blogueurs pour et les encourager de parler de nous? Oui, alors là aussi, je pense que ça dépend énormément de marché à marché. Le marché américain, et j'espère que ça n'est pas une tendance qui va se révéler être vraie partout dans le monde, mais le marché américain s'est déjà énormément professionnalisé. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, les blogueurs qui ont vraiment un suivi ont leur agent, comme les stars d'Hollywood, et ne vont pas réagir à moins d'un cachet de 5 000 $. Donc c'est sûr que ça freine un petit peu à l'interaction avec les blogueurs. Maintenant, c'est le cas aux États-Unis, ce n'est pas encore le cas dans d'autres pays comme l'Allemagne, où je sais qu'il y a plus de possibilités d'interaction naturelle. Oui. En revanche, sur d'autres plateformes comme Pinterest, comme Instagram, on a des influenceurs qui sont encore qui travaillent plus sur un mode de passion. Et donc, si on réussit à les intéresser, on peut réussir à les influencer sans avoir besoin de passer par la case paiement. Oui, d'accord. Comment les intéresser alors? That is the question. That is the question. Je pense que, alors là peut-être, vous m'excuserez, ma réaction est peut-être très américaine, mais je crois qu'il faut un certain niveau de transparence, essayer de les influencer, enfin ils nous voient venir quand même, mais clairement leur dire qu'on apprécie leur audience, qu'on apprécie leur influence et qu'on aimerait tout simplement une réaction honnête. D'où le risque peut-être d'une réaction aussi pas toujours positive, comme vous disiez. Il faut y être ouvert, mais d'une réaction honnête. Et ce qui est intéressant sur les réactions négatives, c'est qu'on a souvent vu que les autres consommateurs seront prêts à venir à votre défense. Je sais pas si Ah oui, donc il y a une sorte de débat interne. Exactement. Donc là aussi, quand on encourage le dialogue, on a aussi vos propres consommateurs qui vont venir à la défense de votre marque. Et ça, c'est quand même une très belle chose. Oui, les gens aiment bien un débat aussi. Donc ça crée une sorte d'histoire, ça crée un événement en fait finalement sur un blog ou sur une plateforme. Donc c'est peut-être ça le... Un débat. Oui, voilà, un débat comme ça. Bon, je vois qu'on est pile dans le timing là. Donc je suis obligé de finir là parce qu'on a notre table ronde chinois après. Donc merci à vous trois pour être venus. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure peut-être.